Bonjour, donc une vidéo pour vous lire quelques extraits de l'Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, volume 4. Donc voilà, j'avais envie de faire ça pour lire quelques documents que je jugeais très intéressants à mon goût et qui résument bien en fait les motivations de certains personnages, notamment quand ils démissionnèrent de leur poste de responsable de tel ou tel mouvement. Donc on va commencer par Pierre de Lassus-Saint-Geniès. Voilà, donc issu de la petite noblesse du Piémont pyrénéen, qui a été mobilisé en 1914 comme sous-lieutenant et qui a fait campagne jusqu'en 1918 dans de nombreux secteurs, dont Verdun. Voilà, donc la famille de Lassus-Saint-Geniès, une famille relativement connue et on va dire prestigieuse. Donc il a eu 3 fils par exemple, ce monsieur. Donc le premier polytechnicien qui a servi dans une unité de marine franco-britannique en 1945. Le second candidat à Saint-Cyr, il a été lieutenant dans la brigade FFI Armagnac en 1944-1945. Le troisième, il a fait partie des corps francs Pommiès, donc des mouvements, enfin une unité de la résistance dans le sud-ouest, puis dans la première armée, à la fin de la guerre. Donc voilà, il avait aussi un frère aîné, lieutenant-colonel d'artillerie, tué dans la Somme. Donc voilà, plus ou moins toute la famille a participé à la guerre, hein, une sœur, dont les 2 fils étaient mobilisés dans l'armée d'Alsace. Le fils de son second frère a été fait prisonnier par le SD et déporté en Allemagne. Un autre de ses neveux a été chef des FFI de Maurienne, sous le pseudonyme de colonel Legrand. Un de ses cousins était le général Baselaire, voilà, général de l'armée d'Afrique et commandant la cavalerie militaire d'une région. Puis il avait un deuxième frère, colonel au 2e bureau de l'armée, fait prisonnier en juin 1940 et il y resta jusqu'en 1945. Donc voilà, une famille de guerriers, hein, je peux le dire. Donc de Lassus, décoré de la Croix de guerre avec 5 citations, dont 3 à l'ordre de l'armée. Chevalier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille de la Somme. Et il a fini chef de bataillon en 1918, commandant. Il a continué sa carrière dans la commission des réparations à Paris. Puis à Beyrouth en 1931, donc dans la compagnie française du port de Beyrouth et la Société des chemins de fer syriens. Donc voilà, il a participé au développement du port et l'agrandissement du réseau ferré syrien de l'époque. Mobilisé en 1939-1940, voilà, comme commandant. Sa démobilisation, il a été nommé président provincial de la Légion française des combattants de Syrie et du Liban. Voilà, donc il a été arrêté par les Alliés en juillet 1941, mais bon, très vite relâché. Il a été rapatrié en France et il s'est installé à Pecbonnieu, voilà, comme exploitant d'une grande ferme. Et il a été nommé en janvier 1942 président régional de la LFC de Toulouse, voilà, couvrant 9 départements. Puis finalement, il a démissionné le 1er décembre 1942 après l'invasion de la zone libre. Et puis ensuite, il ne joue quasiment plus aucun rôle. Voilà, il a été interné à la Libération, mais a quitté en avril 1945. Et il est mort en 1986 à Paris. Donc voilà, bon, pour les limite, je peux vous lire 1 ou 2 citations qu'il a reçues pendant la guerre 14-18. Voilà, donc on va lire celle à l'ordre de l'armée du 9 juillet 1917. Admirable officier, d'une grande élévation de sentiments et possédant les plus belles qualités militaires. Dans un secteur constamment bombardé, du 25 mai au 23 juin 1917, au Mont-Cornier, sans un moment de repos, était un aide remarquable au commandement. Et exécuté à maintes reprises et sous les plus violents bombardements, des liaisons délicates pour assurer les liaisons entre les bataillons,
coordonner les efforts et renseigner le commandement. Il a contribué puissamment à l'organisation d'un secteur difficile. Citation à l'ordre de l'armée, portant attribution au rang de chevalier de la Légion d'honneur, 29 décembre 1917. Officier de grande valeur, mais ayant la plus haute conception de son devoir, n'a cessé, depuis le début de sa campagne, de donner des preuves de sa bravoure au feu et de son sang-froid devant le danger. C'est particulièrement distingué sur la Somme et en Champagne. Une blessure, 4 citations antérieures, croix de guerre. Signé Clémenceau, président du Conseil. Donc moi, je voulais vous lire sa lettre de démission au maréchal Pétain, en décembre 1941. Monsieur le maréchal, nommé par vous président de la Légion de Syrie et du Liban, puis chef régional de la Légion de Toulouse-Pyrénées, j'ai eu le bonheur dans ces 2 postes de vous servir et de contribuer à la propagation de vos doctrines. Dans chacune de ces fonctions, j'ai acquis la certitude que ces doctrines inséparables du salut de la France sont assurées d'un succès immédiat et total dès qu'elles seront appliquées avec fermeté et continuité. Malheureusement, les circonstances ne m'ont pas permis de faire réellement passer la révolution nationale du domaine des principes dans celui des faits. Et nos troupes légionnaires se découragent de n'avoir pu obtenir jusqu'ici de plus importants résultats civiques. Sous peine de les trahir et de compromettre à jamais leur confiance et leur ardeur, j'estime, ainsi que de très nombreux chefs légionnaires, que nous ne pouvons rester plus longtemps à nos postes en les laissant plus longtemps dans l'attente. Or, étant donné les circonstances présentes, étant donné l'administration actuelle et l'occupation totale de la France, il est aujourd'hui impossible de songer à réaliser intégralement et rapidement la révolution nationale dont vous avez jeté les bases et qui nous a donné tant d'espoir. Ayant ainsi la conviction que notre rôle essentiel ne peut être en ce moment rempli, je vous demande respectueusement, monsieur le maréchal, de bien vouloir m'autoriser à quitter les fonctions que vous avez bien voulu me confier de délégué régional de la Légion, instrument de la Révolution nationale. Il y a là, au regard de ma conscience, un irrévocable devoir. J'avais cru qu'il vous paraîtrait peut-être utile et possible de suspendre officiellement l'action civique de la Légion et de limiter provisoirement son activité à des œuvres sociales, pour maintenir dans ce domaine l'unité de notre mouvement. Mais les récentes déclarations de notre direction montrent que cette solution n'est plus envisagée. Plus que jamais, vous restez pour nous, monsieur le maréchal, notre suprême espoir. Plus que jamais, nous demandons à n'appartenir qu'à la France, derrière vous. Je vous prie de vouloir bien agréer la très respectueuse expression de l'inaltérable attachement d'un de vos anciens soldats de Verdun. Voilà. Je voulais également vous parler d'un autre monsieur nommé Léon Branovet. Voilà, né à Oreille, dans l'actuelle Moldavie, qui est entré en France en novembre 1924 afin de suivre des études de l'Institut électromécanique de Nancy. Voilà, donc il est sorti diplômé, a monté sa propre société. Il a été mobilisé en septembre 1939. Puis ensuite, il a adhéré au sol comme chef de groupe franc motorisé, fonction qu'il a gardée à la milice. Donc le groupe franc motorisé, c'était théoriquement une petite section de miliciens censés, en cas de trouble grave, monter une section motorisée, donc véhicules tels que des voitures ou des motos. Et voilà. Mais bon, sauf que les démissions au fur et à mesure de l'année 43 font que cette unité toute théorique de groupe franc motorisé n'a jamais vraiment vu le jour. Voilà. Donc ce Léon Branover, il démissionne le 6 septembre 43 et sa lettre est très intéressante. On voit que l'intégration à une époque marchait mieux. Et vous allez comprendre dans cette lettre que je vais vous lire. Monsieur, lorsque le 1er septembre 1939, j'ai signé mon engagement pour la durée de la guerre, en offrant ma vie au service de la France, sacrifiant ma clientèle, mes chantiers et le reste pour partir à la Légion étrangère, ce n'était pas pour combattre tel ou tel ennemi, mais simplement pour ne pas passer pour un salaud en restant à l'arrière et gagner de l'argent, pendant que les Français risquaient leur peau
en se faisant casser la gueule. J'estimais que tout homme habitant un pays qui lui permet d'y vivre, d'y gagner sa vie et de profiter de tous les agréments au même titre que les originaires, devait suivre la destinée de ce pays et de ses habitants, dans tous les risques, au moins par reconnaissance du ventre, sans chercher à savoir si les dirigeants et le peuple du pays qu'il habite ont tort ou raison. Je ne suis pas une star de cinéma ou roi de cirage américain qui déclarait en débarquant en France, au micro ou aux journalistes, qu'il n'y venait que pour amour de ce beau pays, mais songeant plutôt à la bombe carabinée qui pourront se payer à peu de frais, grâce au change favorable, sans lequel ils n'auraient jamais pensé à visiter le pays de leurs rêves. Et pourtant, je suis parti combattre pour la France, parce que je l'aimais, et la raison de cet amour, c'est que c'était le pays de ma femme et de mes 2 enfants que j'allais défendre. Je vous prie de croire que je n'étais pas peu fier de faire partie de cette fameuse armée française couverte de gloire en 14-18. Pour tout l'or du monde, je n'aurais pas cédé ma place ni mon matricule. Quand, après l'enfer de combat à 1 contre 50, sur l'Aisne, Asconin-Breuil, Villers-Cotterêts, Missy-au-Bois, Pont-sur-Yonne, Gien, que nous avons vécu sans dormir, bouffant quand on avait le temps, abasourdis par les obus, balles, mitrailleuses, mitraillettes, crécelles, torpilles, sifflantes et autres engins de ce divertissement spécial qu'est la guerre, nous avons appris la signature de l'armistice. Un immense cafard, un immense découragement et une telle honte m'ont envahi que je m'étais mis à chialer. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Je préférais tout recommencer au risque d'y rester. Le miracle ne se répète pas, et on ne défie pas la mort impunément. Que revenir dans mon patelin, Toulouse, battu à plate couture, toutes les excuses plus ou moins valables, telles que le manque d'aviation, y compris la RAF, je ne l'ai jamais vu. Manque d'armement, manque de munitions, que je pouvais présenter à la décharge n'y changerait rien, car en guerre comme au sport, seul le résultat compte, mais le résultat était tellement piteux. Et pourtant, il fallait recommencer la vie civile, en avalant la honte du combat perdu. Ce sont ce cafard, ce découragement et cette honte qui m'ont poussé dès sa formation à la Légion française des combattants. Je m'y suis inscrit en espérant je ne sais trop quoi, avec comme chef le héros de 14-18, n'était-il pas permis d'espérer? On annonçait des chiffres d'adhérents, 800 000, 1 million 100 000, 1 600 000 légionnaires. De nouveau, j'étais fier de faire partie de ce groupement, dont les 3/4 étaient ceux de 14-18, les vainqueurs. Un secret espoir d'un miracle, une nouvelle chance de risquer ma peau, toujours vivante. Cet espoir et ce désir de risquer ma vie pour ce pays, mon pays, puisque j'étais naturalisé, m'ont encore poussé dès sa formation dans les sols, service d'ordre légionnaire, qui devait, en principe, réunir ceux des anciens combattants qui étaient encore physiquement capables de combattre. Le sol dissous, je suis passé automatiquement à la milice, qui devait unir ou servir les Français. Mais je me rends compte que de plus en plus, la milice est abhorrée des Français. La police elle-même, ce n'est un secret pour personne, puisque vous ne l'avez dit vous-même, ne peut nous sentir, et pourtant nous devions l'aider. La Légion même, en majorité, est contre nous. Et ce qui est le comble, c'est qu'à l'intérieur même de la milice, il y a des divergences, à faire du vert. Je ne parle même pas de dissentiment entre la milice et le gouvernement, qui est flagrante, vous l'avez dit vous-même. Tout compte fait, étant milicien, j'ai contre moi 99% des Français, y compris la milice, la Légion et l'administration. On a reproché aux gouvernants de la Troisième République de s'être servis des étrangers naturalisés pour appuyer leur politique. Que fais-je, moi, un ex-étranger, dans cette querelle entre Français? Je peux me comparer à un individu se mêlant dans une scène de ménage. Et ce qui est plus grave est que je risque d'être appelé un jour à combattre les Français. Je veux bien combattre n'importe qui, mais pas les Français. On peut me croire un dégonflé, ce serait une erreur, car de toute façon, même n'étant pas milicien, ma peau n'en vaut pas plus cher que cela. Mais je ne m'octroie pas le droit de critiquer ou juger le gouvernement ou les institutions nationales. Comme ex-milicien, on me descendra peut-être, mais je préfère crever que d'avoir du sang français sur les mains. C'est pourquoi je préfère vous rendre mon permis de port d'armes, après l'avoir rendu l'arme au commissariat du 3e arrondissement, en vous présentant, chef, ma démission. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Voilà, donc ce Léon Branové, d'origine roumaine, moldave. Il a été arrêté à la Libération et interné plusieurs mois avant d'être relevé de l'indignité nationale. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.